Il y a beaucoup de récits sombres du Moyen-Âge, donc aujourd'hui nous en avons compilé 7 pour cette vidéo. Certains sont effrayants, d'autres drôles, mais tous sont étranges. Bienvenue à la folie médiévale, j'espère que vous apprécierez. Le véritable amour n'a jamais suivi un cours tranquille. En 1340, Inès est venue au Portugal en tant que dame d'honneur de Constance de Castille, l'épouse du prince Peter, héritier du trône portugais. Malgré son mariage récent, Peter est tombé amoureux d'Inès et les deux ont entamé une liaison secrète qui a duré des années, aboutissant à la naissance de 4 enfants. Le père de Peter, le roi Alfonso IV, n'aimait pas l'influence qu'Inès avait sur son fils et a essayé sans succès de séparer le couple. Constance est décédée en couche en 1345 et Alfonso a immédiatement essayé d'organiser un nouveau mariage pour son fils. Mais Peter a refusé d'épouser une autre femme qu'Inès, qui n'était pas jugée convenable pour devenir reine. Pour empirer les choses, les enfants illégitimes de Peter réussissaient alors que son fils légitime avec Constance était malade. On pensait également que les frères d'Inès avaient trop d'influence sur le prince. Le roi a banni Inès de la cour, mais cela n'a fait qu'augmenter l'amour de Peter pour elle et le couple a vécu ensemble à Coimbra, où l'on prétend qu'ils se sont secrètement mariés. Voyant que ces tentatives pour séparer les amoureux échouaient manifestement, le roi Alfonso a décidé que la présence d'Inès était politiquement risquée pour la continuation de la famille royale et a ordonné son assassinat. Des hommes ont été envoyés à Coimbra et ont décapité Inès devant son fils en bas âge. Jurant vengeance, Peter a capturé 2 des meurtriers. Ils ont eu le cœur arraché parce que Peter a dit qu'ils ne méritèrent pas de garder le leur quand ils avaient pulvérisé le sien. Lorsque son père est mort et que Peter a accédé au trône en 1357, son amour pour Inès était tout aussi fort. La légende raconte qu'il a fait exhumer son corps, habillé de robes royales et décoré de bijoux. Il a ensuite fait embrasser l'ourlet de ses vêtements par les nobles portugais et lui a rendu l'hommage qu'elle n'avait pas reçu de son vivant. Pierre et Inès ont été enterrés avec leur cercueil face à face au monastère d'Alcabacha, car Pierre a promis qu'ils seraient ensemble jusqu'à la fin du monde, et ils peuvent se regarder alors qu'ils se lèvent de leur tombe lors du jugement dernier. Ou une apocalypse zombie, selon ce qui arrive en premier. On ne peut rien emporter dans la mort. Un peu avant 1066, lorsque le roi William Pimer a reconstruit le pont de Londres, John Overs travaillait comme passeur. Il transportait des passagers à travers la Tamise de Londres à Southwark. John payait un montant annuel à la ville pour avoir le monopole de la route du ferry. Il est rapidement devenu assez riche et a pu employer plusieurs serviteurs et apprentis. Il a investi sa première richesse en devenant prêteur sur gage, amassant rapidement une petite fortune qui le rendait aussi riche que n'importe quel noble anglais. Bien que cela l'ait conduit à être excommunié de l'église pour usure. Malgré sa richesse, John était un terrible avare qui se privait lui-même et ses proches de tous les petits plaisirs de la vie, travaillant à toutes heures et ne se nourrissant pas correctement, même dans sa vieillesse. Il avait une seule enfant, une fille qui était réputée être à la fois pieuse et belle, et malgré ses habitudes de radinerie, il l'aimait et était prêt à dépenser de l'argent pour son éducation. John allait lui-même au marché au lieu d'envoyer ses serviteurs, et achetait du pain rassis bon marché, des os moisis pour la soupe ou de la viande si pourrie que même un chien la refuserait, tout simplement pour économiser quelques sous. Une nuit, il décida de ne pas nourrir ses serviteurs, trouvant une excellente façon de leur faire sauter un repas. Il a simulé sa mort et contraint sa fille à l'envelopper dans un linceul funéraire, pensant que ses serviteurs seraient si émus qu'ils jeûneraient toute la journée. Puis John ferait semblant de se rétablir. Mais lorsqu'ils ont appris sa mort, les serviteurs étaient ravis. Ils ont pris de l'argent pour acheter du pain, du fromage et de la bière afin d'organiser une fête autour du cadavre de John. Fou de rage et voulant punir ses employés, il s'est débattu pour se libérer du linceul. Voyant cela, l'un d'eux a cru voir un fantôme ou le diable ressuscitant les morts et a continué de battre John à mort avec le talon d'une rame brisée. Suite à son excommunication, un enterrement chrétien a été refusé à John. Sa fille a soudoyé un monastère pour enterrer son père, mais quand l'abbé l'a su, il a exhumé le corps et l'a jeté sur le dos d'un âne. L'animal erra à travers Londres sans guide jusqu'à ce qu'il arrive au lieu d'exécution à St. Thomas à Watering, où il a jeté le corps de son dos, donc John Overs a été enterré là et alors sous la potence. Ironiquement, la fille de John est entrée dans un couvent et a donné toute la richesse de son père à la charité.
Boire peut réellement vous tuer. En novembre 1120, William Adolin, fils du roi Henri Ier d'Angleterre et héritier du trône, naviguait de retour de Normandie vers l'Angleterre. Il y avait 140 chevaliers et nobles, et 18 dames nobles de la cour royale à bord du White Sheep, ainsi que des rameurs, des marins et des serviteurs, faisant au total 300 passagers. Le départ a été retardé jusqu'au soir, car le prince William a fourni à tous des quantités copieuses de vin. Au moment où le navire a débarqué, le vaisseau était surpeuplé de jeunes turbulents et têtus, qui avaient tous bu excessivement. Alors que le navire s'éloignait dans l'obscurité, il a heurté un rocher sur son côté bâbord et a rapidement chaviré. William aurait peut-être survécu s'il n'était pas revenu chercher sa demi-sœur Mathilda. Le bateau de William a sombré, entraînant sa noyade et celle des autres passagers qui tentaient de se sauver. Sur les 300 passagers, un seul a survécu, un boucher français qui a été retrouvé accroché à un rocher. Les répercussions pour le roi Henri ont été immenses. La perte de son unique héritier mâle a provoqué une période de grands bouleversements pour le trône anglais et une guerre civile entre l'Angleterre et la Normandie qui a duré 15 ans et qui est devenue connue sous le nom d'anarchie. La lune est faite de fromage vert. Un été au milieu du XIIe siècle, probablement sous le règne du roi Stephen d'Angleterre, 2 enfants sont arrivés dans le village de Woolpit, dans le comté de Suffolk. Les enfants ont été trouvés par des villageois près des Walpits qui ont donné leur nom au village. Les enfants, un garçon et une fille, étaient inhabituels en ce qu'ils avaient une teinte verte sur leur peau, des vêtements étranges, et ils parlaient une langue inconnue. L'abbé et chroniqueur anglais, Ralph de Coxall, a rapporté qu'ils ont été emmenés à la maison de Sir Richard de Calme. Là-bas, ils ont jeûné plusieurs jours, jusqu'à ce qu'ils voient et mangent avec plaisir des haricots verts. Après avoir adapté leur alimentation en consommant d'autres aliments, leur teint vert a commencé à disparaître. Les enfants ont lentement appris à parler anglais et ont pu expliquer qu'ils venaient d'un endroit appelé le pays de Saint-Martin et qu'il était très estimé dans le pays de leur naissance. Ils ne savaient pas comment ils s'étaient retrouvés dans le Suffolk, mais un jour, alors qu'ils s'occupaient des moutons de leur père dans les champs, ils ont entendu un grand bruit semblable à des cloches d'église qui sonnaient. Soudainement, ils ont été transportés dans les champs de Woolpit. Ils ont dit que le soleil ne se levait jamais dans leur propre pays, et qu'ils vivaient dans un crépuscule sans fin, et qu'une large rivière les séparait d'un autre pays lumineux. Peu après, Sir Richard a fait baptiser les enfants. Hélas, le garçon a succombé plus tard à une maladie mystérieuse. La petite fille, surnommée Agnès, a grandi et travaillé pour Sir Richard pendant de longues années avant de se marier. Il existe de nombreuses théories sur les enfants verts de Woolpit. Étaient-ils des extraterrestres? Étaient-ils des fées? Des voyageurs d'un autre univers parallèle? Était-ce Shrek? Ou étaient-ils simplement des enfants mal nourris qui s'étaient séparés de leurs parents et s'étaient perdus? Il est cependant étrange qu'ils ne pouvaient ni parler ni comprendre un mot d'anglais. Peut-être, comme l'écrivain anglais Robert Burton l'a déclaré en 1621, les enfants étaient tombés de la lune. L'enfer n'a pas de fureur comme une femme excédée. L'empereur Flavius Zénon a régné sur l'Empire byzantin à la fin du 5e siècle. Son règne a été marqué par des dissensions religieuses et une révolution domestique, mais c'est sa mort que les gens trouvent dans la plus intéressante. Zénon est mort à Constantinople le 9 avril 491. La cause de sa mort reste un mystère. Certains disent que c'était la dysenterie, d'autres l'épilepsie. Selon l'historien grec Jean Zonorus, Zénon est tombé inconscient après avoir trop bu, ce qui est plus plausible lorsque nous considérons ce qui s'est passé ensuite. L'empereur Zénon s'est marié à Ariane vers l'an 466, mais le mariage a été arrangé par le père d'Ariane, Léo, qui voulait une alliance entre sa fille et l'officier isorien Zénon. Apparemment, Ariane n'était pas très enthousiaste, mais a fait ce que son père voulait, comme tant de femmes ont été forcées de le faire pendant des milliers d'années. Après sa mort prématurée, le corps de Zénon a été placé dans un sarcophage et enterré dans une tombe à l'église des Saints Apôtres. Cependant, il s'est réveillé pour se retrouver enterré vivant. Il s'est mis à hurler pour qu'on le sorte de la tombe. Malgré ses supplications, Ariane n'a laissé personne approcher Zénon, choisissant plutôt de laisser son mari mourir lentement et douloureusement de déshydratation et de manque d'air. Sur une période de 3 jours, les cris de Zénon « Ayez pitié de moi » sont devenus de plus en plus faibles jusqu'à ce qu'ils cessent finalement.
Un atterrissage pas si doux. Henri était un comte français et le roi de Jérusalem au XIIe siècle. Comme le troubadour de Coucy, il a rejoint la Troisième Croisade et a été un leader des Français lors du siège d'Acre, où il a été blessé. En 1192, Henri a été envoyé à Tyr par son oncle le roi Richard Ier d'Angleterre pour informer Conrad de Montferrat qu'il avait été élu le nouveau roi de Jérusalem. Quelques jours plus tard, Conrad a été assassiné par 2 assassins. De manière controversée, Henri a rapidement été fiancé à la reine enceinte de Jérusalem, veuve de Conrad. Richard, l'oncle de Henri, a rapidement donné son accord pour le mariage, qui s'est déroulé seulement 8 jours après le décès de Conrad. Tout semblait très pratique. Henri est mort à Acre en 1197. Soi-disant, il se penchait par la fenêtre de son palais quand le balcon a cédé et il est tombé. Scarlett, un serviteur nain, a tenté d'attraper la manche de Henri. Pesant trop peu, Scarlett n'a pas pu se retenir et ramener le roi, et il est également tombé. On dit que Henri n'est pas mort de la chute, mais de son serviteur qui lui est tombé dessus. Scarlett est malheureusement aussi mort de sa blessure. Je l'ai mangé avec des fèves de marée et un bon Chianti. Ainsi, selon l'histoire du XIIIe siècle, Châtelaine de Coucy était un troubadour qui a eu une liaison illicite avec la dame mariée de Fayel. Il est allé en Terre Sainte pour combattre lors de la Troisième Croisade et malheureusement, il a été mortellement blessé lors du siège d'Acre. Alors qu'il était sur le point de mourir, il supplia un autre soldat de retirer son cœur et de le ramener à sa véritable propriétaire, l'amour de sa vie, Dame Fayel. L'homme a fait comme on lui avait demandé, mais par bêtise, lorsqu'il est arrivé chez la dame Amour de Coucy, il a parlé de la demande à son mari. Le seigneur de Fal a pris le cœur, l'a cuisiné, puis l'a servi à sa femme pour le dîner. Ce n'est qu'après avoir mangé la viande qu'il lui a dit que c'était le cœur de son amant. Horrifiée, la dame a refusé de manger quoi que ce soit à nouveau et, naturellement, est morte de faim.